Bonjour, bienvenue sur Parcours Malisa, votre émission dans laquelle nous donnons l'opportunité à l'invité de partager son expérience professionnelle, éducationnelle, d'immigration et culturelle. Notre invité de ce jour, qui nous reçoit chez elle à la maison, a émigré au Canada depuis 17 ans. Elle est enseignante depuis près de 15 ans maintenant. Elle nous reçoit chez elle pour partager, comme je l'ai dit, ses expériences, pourquoi elle a émigré au Canada et qu'est-ce qu'elle a vécu ici. Bienvenue sur Malisa Capital TV, je suis Tom Galati. Qui est Rose Katirno? Eh bien, je suis canadienne, je suis née en Côte d'Ivoire, d'origine burkinabé, et j'enseigne dans le conseil scolaire de Peel, ici dans la région de Toronto depuis bientôt 15 ans, et j'aime bien ce que je fais. Depuis 15 ans, mais avant tu as dit que tu es née en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, Oui. et d'origine de Burkina Faso, Oui. et immigré au Canada en plus. Oui. Et avant le Canada, tu es passé en Europe d'abord. Oui. Donc tu as dit qu'on peut définir Rose comme quelqu'un qui est multiculturel et international. C'est quoi, c'est les parents qui étaient en Côte d'Ivoire et après ils sont revenus au Burkina? Non, en fait, mes parents sont venus en Côte d'Ivoire, enfin, au moment du fouet là, Oui. c'est l'histoire des Burkinabés, la vague. Voilà, la vague, ok. Voilà. Mes parents sont donc allés en Côte d'Ivoire, et nous sommes tous nés en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et moi j'ai fréquenté en Côte d'Ivoire jusqu'au bac. Jusqu'au bac? Oui, je n'étais pas venue au Canada, enfin Au Burkina? au Burkina avant. Et donc c'est après le bac, donc j'ai pris la décision que je viens de faire l'université à Ouagadougou. D'accord. Et ça, je pense que c'était en 1993 après mon bac. Et là, j'étais dans la section, j'étudiais l'allemand, comme c'était ma langue, la linguistique allemande, la civilisation. C'est ce que je faisais comme étude à l'université de Ouagadougou. Et donc, j'ai été majeure de ma promotion. Et donc, j'ai eu une bourse d'études de la part du gouvernement allemand pour continuer mes études. Tout ça en Allemagne? En Allemagne, oui. D'abord, j'étais à Saarbrücken. Et après, je suis allée à Mainz, à côté de Francfort. D'accord. Voilà, ça, c'est un peu Donc, après le bac, les études primaires en Côte d'Ivoire jusqu'au bac, faut dire que le bac, c'est l'équivalent, le baccalauréat sous les francophones, c'est l'équivalent ici de... Ici, je dirais, c'est comme la 12e année. La 12e année. Voilà, l'équivalent de la 12e année ici. D'accord. Et après ça, on va à l'université. Après l'université à Ouagadougou. À Ouagadougou. Donc après Abidjan, on part à l'université à Ouagadougou. Et de Ouaga, major de ta promotion, tu as eu la chance d'avoir une bourse d'études du gouvernement allemand. Et tu te retrouves ainsi en Allemagne. Oui. À étudier quoi exactement? Étudier la civilisation, la linguistique. D'accord. Et en allemand, la langue allemande, c'est ce que j'ai étudié en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? C'est-à-dire après les études, on est resté, on a travaillé ou on est venu directement au Canada? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je travaillais, enfin j'étais aux études mais aussi je travaillais à temps partiel à l'aéroport de Francfort avec l'immigration canadienne et américaine. D'accord. Oui, mon rôle était en fait de contrôler les documents des voyageurs, surtout parce que je parle plusieurs langues et c'était un atout. Et donc c'est là, du jour au lendemain, il y a des opportunités qui sont présentées pour le Canada et je n'ai pas hésité. J'ai saisi cette chance et donc c'est ainsi qu'en 2003, je suis arrivée ici au Canada. D'accord. Donc ça veut dire que dans ton travail déjà en tant qu'étudiante et puis travailleuse, tu avais déjà affaire à... Oui. déjà un lien avec le Canada? Oui, j'avais déjà un lien avec le Canada. On travaillait avec le consul. On recevait de la formation pour nous montrer les documents canadiens. Surtout, on avait aussi on nous donnait aussi une bonne idée dans le cadre de notre formation des lois canadiennes ici, en matière d'immigration, qui peut entrer au Canada, les différents statuts, les réfugiés,
puis les travailleurs qui viennent aussi pour le côté économique. Donc j'avais déjà quand même une assez bonne idée de la vie ici, de la vie de l'immigration ici en fait. Donc ça explique un peu le choix d'immigrer au Canada. Oui, quand l'opportunité s'est présentée, je n'ai pas hésité, donc je suis venue ici. D'accord, ok. Et Rose Catoneau arrive au Canada en 2003. En octobre 2003. En octobre 2003. Oui. Octobre, c'est pas loin de... Comment il ne fait pas chaud ici quand même? Non, il fait plus chaud en octobre. Non, ah ouais, tu viens de l'Allemagne, tu n'as pas un climat assez doux aussi. Oui, c'est ça, oui. En fait, je suis arrivée en octobre et puis bon, c'était l'automne ici. Il faisait pas trop chaud, pas trop froid. Fait, moi, l'automne, c'est ma saison préférée parce que c'est le moyen. J'ai beaucoup aimé ça en fait, oui. J'ai beaucoup aimé. Oui. Et quand tu es arrivé au Canada, quelles sont les premières impressions? D'abord, j'ai été très surprise agréablement, mais ça, je le savais un peu déjà avec le travail que je faisais, du multiculturalisme en fait qu'on trouve ici au Canada. Ensuite, à Montréal, c'est beaucoup cosmopolite, la culture. Et donc, tu es descendu à Montréal en fait. Oui, à l'aéroport, oui. C'était mon point d'entrée ici pour l'immigration. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise par le côté culturel, les cultures qui se côtoient, tu vois, les gens de différents pays. Et ça m'a beaucoup touchée parce que quand tu viens de l'Allemagne, tu n'as pas beaucoup ça. Et ici, c'est agréable. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Je me suis sentie bien accueillie, comme chez moi. Cette impression est restée, c'est toujours là. Mais toi qui avais une expérience de travail à l'aéroport, oui. Tu arrives au Canada et tu es surprise de l'accueil. Oui. C'est différent? Non, c'est pas l'aéroport, mais en fait, quand je suis sortie. Ouais, okay. Oui, en dehors de l'aéroport. À l'aéroport, bon, l'aéroport, c'est comme. Quand tu travailles à l'aéroport, tu vois des gens de tout c'est comme le monde entier que tu vois toujours à l'aéroport. Non, ça c'est pas nouveau, mais je parle de la vie. Quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai commencé ma vie à rencontrer les gens. Je pose la question aussi à dessein parce que moi particulièrement pour partager ma petite expérience à ce niveau-là, c'est vrai que je suis passé par la France avant de venir ici. J'ai eu la chance de voyager un peu en Angleterre, en étant en France, tout ça. J'ai été agréablement surpris à l'aéroport de l'accueil qu'on m'a réservé quand je suis arrivé au Canada. C'est-à-dire qu'on m'a fait savoir tout de suite que vous êtes chez vous. Cette impression-là, c'est agréablement surpris. C'est pour ça que je posais un peu la question. Donc, on arrive au Canada en 2003. Il y a eu agréablement surpris, tu as dit, l'accueil des gens, tout ça. Mais quelles ont été les premières déceptions, les premiers chocs? C'était quoi? C'était culturel, c'était alimentaire, c'était quoi exactement? Moi, mon premier Parce qu'il y a eu ça, il y a eu des chocs, des déceptions, mais des petits chocs comme ça. Oui, moi je pense que mon premier choc a été plutôt le climat, le froid. Parce qu'en Allemagne il fait froid, mais pas comme ici. Pas surtout à Montréal, parce que dépendamment de où est-ce qu'on est au Canada, le climat est quand même relatif. Bon, à Montréal il fait très froid et celle-là ça m'a beaucoup choqué. On fait le froid, mais au fur et à mesure je me suis habituée, j'ai regardé écouté les conseils des gens, comment les gens s'habillaient, je me suis donc acclimatée, comme on le dit. Et maintenant mon deuxième choc c'était plutôt au niveau de la langue, parce que je ne comprenais pas bien l'accent québécois, j'avais de la difficulté sur tous les mots. Mais au fur et à mesure que je commençais à améliorer mon anglais, j'ai compris qu'en fait le français québécois a beaucoup d'anglicisme. Et donc, mais quand tu comprends l'anglais et que tu comprends aussi rapidement ce que les gens veulent dire. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi quand on te disait par exemple merci, on répondait bienvenue. Bienvenue, bon je me suis demandé mais c'est quoi bienvenue? Parce que quand on te dit en français merci et que tu veux répondre, tu vas dire pas de quoi? De rien. Mais là on disait bienvenue et là j'ai vu que c'était une traduction du welcome qu'on dit en anglais. Et là, là j'ai commencé en fait à comprendre. C'était les deux chocs pour le moment que j'ai. Mais au fur et à mesure, je me suis habituée. Et maintenant, déception, je dirais c'était plutôt au niveau de l'emploi. Parce que quand je suis arrivée, je ne pouvais pas commencer tout de suite à travailler. Puisque en Allemagne, j'avais fini ma maîtrise, mais je n'avais pas fait la soutenance. Donc, je devais passer par ce qu'on appelle tout le monde, c'est de quoi je parle, l'équivalence des diplômes. Et là, à l'université, je devais donc passer 2 années. La première année, j'ai pris quelques cours au HEC, l'école des hautes études commerciales, et aussi
au département d'allemand, au département de langue vivante de l'Université de Montréal. Donc je devais prendre quelques cours pour vraiment ajuster et pour pouvoir déposer mon mémoire en fonction des critères de l'Université de Montréal. Donc c'est ça en fait. Et moi ça m'a pris un peu de temps parce que je me disais qu'arrivé, dès que je déposais ma maîtrise, je pouvais commencer à travailler. Et donc ça m'a pris du temps, donc ça m'a pris comme 2 ans, tu vois, pour pouvoir vraiment avoir ma maîtrise finalisée et même me demander qu'est-ce que je voulais donc faire par la suite. Donc c'est ce côté-là en fait. Et le deuxième, pas une déception, mais je me dis, pour moi ça m'a surpris parce que quand j'étais en Allemagne, on me disait que quand tu arrives au Canada, tu peux apprendre gratuitement les langues, que ce soit l'anglais ou le français, mais la réalité est autre. Ici, quand tu arrives à Québec, les immigrants, on ne nous offre pas les cours gratuits en anglais, mais ce sont les cours gratuits, on te les donne en français. Mais déjà, nous sommes francophones, donc nous n'avons pas vraiment besoin de cours en français. Nous avons plus besoin de cours en anglais pour vraiment pouvoir fonctionner. Et en plus, à Montréal, la plupart des postes, quand tu les voyais, on disait toujours bilingue, bilingue. Alors l'immigrant qui arrive, qui ne parle que le français et qui veut postuler un poste, il va être bloqué parce qu'il doit parler l'anglais. Et les cours d'anglais, il faut que tu les payes. Ouais. Donc c'est ça en fait. D'accord. Après plus de 15 ans au Canada, et si c'était à refaire, si tu devais revenir et qu'on te demandait, par exemple, en tant qu'on te donne une casquette de décisionnaire, c'est-à-dire que ça peut être politique ou quelqu'un qui prend des décisions, qu'est-ce qui serait à refaire? Quel type de décision, quel type de changement tu aurais proposé au Canada? Je dirais pas forcément changement, je dirais amélioration. Amélioration. Parce que quand même le Canada est un pays qui a beaucoup d'opportunités à nous les immigrants, sur plusieurs plans. C'est pour cela que nous le choisissons. C'est pour ça que le Canada c'est un terre d'accueil parce que ça offre beaucoup les opportunités. Exactement. Mais en fait il s'agit d'améliorer, tu vois. Comme tout à l'heure je parlais de l'anglais. Par exemple, quand les gens arrivent, que ce soit en Ontario ou au Québec, qu'on donne la possibilité aux immigrants d'apprendre la langue qu'ils veulent, soit l'anglais, soit le français, en fonction de ce qu'ils connaissent déjà, ça aide. Et aussi, il y a ce côté-là, je sais, au niveau de l'emploi, ils demandaient toujours ce qu'on appelle l'expérience canadienne. Alors, pour ton premier emploi, c'était difficile d'avoir un premier emploi sans qu'on te demande de l'expérience canadienne quand tu viens d'arriver. Tu vois, donc ça aussi, ça retarde beaucoup d'immigrants. Quand ils viennent, ils ont les diplômes, ils ont beaucoup d'expérience, dépendamment du domaine dans lequel ils travaillent avant de venir ici. Mais quand ils arrivent, souvent pour les emplois, on va leur demander une expérience canadienne. C'est-à-dire qu'ils doivent travailler un peu quelque part avant de postuler à un poste quelconque. Donc c'est ça aussi en fait, quoi. Donc pour résumer, je dirais que c'est l'amélioration des... comment on appelle ça, de l'accueil, de l'intégration des immigrants, parce que beaucoup d'immigrants, quand ils arrivent, souvent ils n'ont pas accès à toutes les informations dont ils ont besoin. Donc souvent ça les retarde. Je dis, il y a des gens par exemple qui viennent ici qui ne savent pas par exemple que concernant l'équivalence des diplômes, qu'ils doivent passer 3 ans, 4 ans peut-être à faire des équivalences, il y en a qui ne le savent pas. Donc c'est ça en fait qu'il faut, il faut vraiment donner la bonne information aux gens avant qu'ils ne viennent, c'est ça aussi. Et souvent aussi au niveau du site de l'immigration, quand moi je vais tout sur le site, je me sens perdue en fait. Parce que le site de l'immigration n'est pas vraiment clair sur certains points pour aider, explicite, voilà, pour aider les gens. Donc souvent les gens se sentent perdus et quand ils arrivent ici, ils se retrouvent confrontés à un certain nombre de problèmes et puis bon, ça retarde la recherche d'emploi, ça retarde donc de l'intégration sur plusieurs plans, dépendamment. Il y a des familles entières qui arrivent ici, qui avaient des postes, des postes de médecins, ils arrivent ici, il y en a qui doivent repartir à l'école. Mais comment repartir sur les bancs de l'école quand tu as une famille à nourrir? Tu as des enfants, tu as une femme, c'est tout ça qu'il faut voir en fait. Donc en fait, pour résumer, revoir encore en fait les informations qu'on donne à l'immigrant en fonction de son cas, quand il est à l'extérieur et quand il arrive, vraiment donner l'opportunité à tout le monde vraiment de savoir à quoi s'attendre ici. Oui, bien dit. Et surtout qu'il y a une loi, je ne sais pas si elle est vraiment passée, mais en termes d'immigration, le Canada a besoin d'immigration, mais d'immigration qualifiée. Oui. Donc de plus en plus, on demande aux immigrants qui veulent venir, des personnes qui postulent à immigrer au Canada, d'avoir des réelles qualifications professionnelles. Oui. Et quand elles arrivent ici, c'est clair, il faut savoir exactement comment s'orienter de l'information. Oui. Sinon, ça devient un vivier de déception. Oui. Et ça, c'est pas bon.
c'est pas bon pour l'image, c'est pas bon pour la société canadienne, c'est pas bon pour les immigrants eux-mêmes. Oui. D'accord. Ok. Si c'est bien, on va revenir maintenant à ton métier d'enseignante. Je rappelle que tu es enseignante depuis 15 ans maintenant. 15 ans, 7 ans. Donc tu immigres ici il y a 17 ans, tu as immigré. En 2003. Et 15 ans, c'est juste 2 ans après, tu commences à travailler. Oui. Explique-nous un peu. Toi, tu parles d'information, du manque d'information. Peut-être que tu n'as pas eu ce problème-là. Non, en fait, tu arrives en 2003. Oui, j'arrive. En fait, tu as 17 ans de vie ici. Oui. Et tu as 15 ans d'expérience professionnelle. Juste 2 ans de. 2 ans, c'est-à-dire, j'imagine un an de formation, 1 an à observer. Comment c'est? Partage-nous un peu. En fait, quand tu arrives ici, il faut être très curieux, il faut être dynamique. Il faut aller chercher l'information, parce que souvent l'information ne vient pas à toi. Oui, moi quand je suis arrivée, j'ai eu la chance, quand même j'avais des amis qui étaient là. Je leur ai demandé les petites astuces là pour commencer vraiment à m'orienter. Et aussi je suis allée aux séances de formation ou d'information que l'immigration donne au niveau de l'emploi. Oui, donc tout ça, ça aide. Donc quand tu viens, il ne faut pas attendre qu'on te mette... on va te prendre le pain comme ça. Il faut vraiment t'informer. Et puis vraiment être curieux. Tu vois, parce que c'est ça, tu viens dans une nouvelle culture. C'est pas la culture qui vient à toi, mais tu dois aller vers les gens. Tu dois être curieux, poser les questions. Et vraiment ne pas... et vraiment avoir aussi un esprit critique de l'information que te donne. Donc quand je suis arrivée ici en 2003, comme je l'ai dit, j'ai fait l'équivalence. Et pendant que je faisais l'équivalence, il y a mon directeur de mémoire, je me rappelle à l'époque, M. Meun, qui m'a proposé un doctorat, une bourse pour le doctorat, mais... J'en parle que c'est le directeur de mémoire en Allemagne. Non, quand je suis arrivée ici, je devais changer de directeur de mémoire parce que le mémoire, il était écrit en Allemagne, mais arrivé ici, pour pouvoir le conformer, tu vois, aux normes de l'Université de Montréal, il fallait que j'ai un autre directeur de mémoire qui va relier le travail, apporter son additif, comme on le dit, pour pouvoir donc commencer. Et donc, c'est dans ça, il m'a proposé, donc, pour couper coup, il m'a proposé une maîtrise, excusez-moi, une bourse pour le doctorat. Mais là, je devais encore retourner en Allemagne. Je lui ai dit non, je lui ai dit, monsieur Meun, je viens tout juste à peine d'arriver, vous me proposez encore une bourse pour le doctorat, c'est très gentil à vous, mais je ne vais pas encore retourner en Allemagne, je viens tout juste d'arriver. Et donc, je lui ai dit non, et là, j'ai commencé à me renseigner. Et c'est là, j'ai des amis qui m'ont parlé du programme d'enseignement. Mais là, en ce temps-là, c'était seulement une année à l'université d'Ottawa. Donc, je venais de finir la première année d'études pour la maîtrise, pour l'équivalence de la maîtrise. Donc, j'ai suspendu l'équivalence de la maîtrise pour faire la formation en enseignement. D'accord. Oui, qui m'a pris une année. Et donc, la deuxième année, c'était donc finalisé tout. Donc, ça a été facile en fait. Pendant 15 ans que tu enseignes, Rose Classonneau a reçu plusieurs distinctions dans sa profession d'enseignante, plusieurs prix. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi ton secret? C'est l'amour du travail, le travail bien fait? En fait, Parle-nous des différents prix que tu as reçus. Le prix de distinction en enseignement, j'ai reçu en 2013 pour mon travail humanitaire. Tom, tu me connais, je travaille beaucoup dans les œuvres de charité. J'aime beaucoup aider et surtout, j'aime beaucoup aider les gens en Afrique parce que je me dis, j'ai eu la chance de venir ici. C'est une opportunité. Alors, je n'oublie pas d'où je viens parce que j'étais ces personnes-là hier. Donc, je travaille beaucoup dans l'humanitaire. Et donc, ce prix-là qui m'a été décerné en 2013 par mon conseil scolaire, c'était pour toutes les activités que j'avais menées au sein du conseil scolaire pour la promotion de la culture africaine. J'ai engagé mon école et mes élèves, les enseignants de différentes écoles dans des levées de fonds pour aider des écoles au Burkina Faso. Et c'est là que j'ai eu ce prix en 2013. Et en 2020, cette année encore, j'ai eu l'agréable surprise encore d'avoir ce prix-là. L'agréable surprise, c'est clair, c'est le fruit de ton travail. Mais oui, mais souvent quand on travaille, on est passionné, on ne pense pas vraiment à la récompense. Exactement. On pense vraiment au changement qu'on fait, à l'impact qu'on a sur les gens. Et moi, c'est ça qui est ma passion. Comment est-ce que je peux inspirer les gens? Je peux inspirer la jeunesse, les gens autour de moi, si je veux être un modèle, un exemple. Parce que c'est ça qui me donne la passion de faire ce que je fais présentement.
Et donc en 2020, j'ai eu encore cette année, j'ai eu ce prix-là de distinction de mon conseil scolaire pour la promotion de la culture africaine dans les écoles pendant le Black History Month, le mois des Noirs, et aussi pour le club de danse que je mène à l'école, parce que au sein de notre école, j'ai un club de danse, j'ai environ 120 élèves à qui j'enseigne la danse. Ah ouais? Oui, les différentes sortes de danse, de la première à la 8e année. Et donc c'est tout ça que mes collègues ont fait. Danser. Ah, mais évidemment. Tu as dit que tu as des projets qui te tiennent à cœur, des projets pour lesquels tu collectes des sacs, oui. Tu collectes des objets didactiques, du matériel didactique pour aider des enfants qui en ont besoin en Afrique. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, comme je le disais tout à l'heure, Tom, ma passion c'est le domaine humanitaire. J'aime beaucoup aider l'Afrique, nos familles qui sont restées, les enfants qui sont restés. Je n'oublie jamais mes origines. Ici, je travaille aussi avec les Canadiens Samaritains pour l'Afrique. Je suis dans cette organisation depuis bientôt près de 5 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on octroie du microcrédit aux femmes en Afrique qui sont en association et qui veulent développer des projets. Ça peut être petit commerce, tu vois, des choses comme ça. Donc, on aide ces femmes en leur donnant du matériel et souvent aussi de l'argent. Et j'ai travaillé donc dans plusieurs organismes internationaux, tu vois, comme l'UNICEF, celui qui est dont je viens de parler. Et maintenant, je veux travailler sur des petites initiatives. Parce que souvent, quand je travaille dans les grandes organisations, souvent, c'est les grands projets qu'on voit. Tu vois, moi, je vais être capable, c'est ce que j'ai toujours fait, je vais être capable de travailler à faire des petits projets, des petites initiatives. Okay. Peut-être ça peut être une école à Soubré, une école à Boaké, une école à Ouagadougou, toutes les petites écoles qui ont besoin de quelque chose. On n'a pas besoin que ce soit vraiment un gros projet, des petites initiatives que je vais mener avec l'aide et le support des gens pour vraiment aider. Et dans ce sens-là que j'ai commencé j'ai continué et j'ai créé mon site rosecantino.org et présentement le projet sur lequel je travaille avec mon ami Elsie Koloko Koyara, c'est d'aider les enfants déplacés dans la région de Kaya au Burkina Faso. Vous savez, au Burkina Faso, depuis quelques années, nous avons les attaques terroristes qui font que les populations quittent le nord et se retrouvent un peu descendent un peu, et la ville de Kaya est devenue une ville, comme on dit, Cornerstone est devenue comme un pilier, parce que beaucoup d'immigrants, enfin de réfugiés, on les appelle les déplacés internes, se réfugient là-bas. Et donc c'est ainsi que, tout juste avant la crise, en février de cette année, il y a une école m'a contacté en fonction de tout ce que je fais, ce qu'ils ont vu sur le net, nous a dit Rose, on a vraiment besoin de ton aide. Et quand ils m'ont parlé de l'école, je t'assure, Tom, je n'ai pas dormi la nuit. Je t'assure, je n'ai pas dormi la nuit quand je vois les conditions dans lesquelles les gens sont, ça me tient à cœur. Et donc ils m'ont demandé, on a vraiment besoin d'aide. On a cette école qui a près de 350 à 400 enfants que nous avons recueillis dans nos locaux avec l'aide d'un pasteur, et on n'a pas de matériel didactique. Le fait même que les enfants se retrouvent donc à l'école, ils sont contents, mais on a besoin d'aide. Le gouvernement est déjà débordé avec la gestion de la crise, et pas seulement dans cette ville, mais dans d'autres villes, et donc ils ont vraiment besoin d'aide. Je leur ai dit, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Donc c'est là que j'ai commencé à monter l'idée j'ai monté l'initiative d'école dans un sac, School in a Bag, comme une campagne que j'ai commencé le 10 juin, pour vraiment essayer d'aider cette école-là, et pas seulement cette école, mais les réfugiés, les déplacés internes qui sont dans la ville de Kaya, les élèves et les enseignants qui... il y a certains enseignants même qui travaillent dans ces écoles qui ne sont pas payés. Vraiment de les aider en leur donnant du matériel scolaire, du matériel pédagogique pour vraiment enseigner ces enfants-là qui sont là. Pour combien d'années, on ne sait pas. Et où est-ce que tu en es avec ce projet-là? C'est la phase de collecte de... Je suis sur la phase du matériel et des fonds. Donc pour cela, j'ai ouvert une page GoFundMe qui est sur ma page web, rosecantino.org. Donc ce lien t'envoie donc à la page GoFundMe où les gens peuvent faire des dons. Donc les gens ils peuvent aider de différentes façons. Ils peuvent faire des dons, ils peuvent donner de l'argent. S'ils veulent aussi donner du matériel pédagogique, ils sont les bienvenus. Je collecte aussi le matériel sportif, c'est-à-dire les ballons, aussi les jeux de société. On sait que nos jeunes, par exemple, dans les écoles, ils n'utilisent que les ordinateurs ou bien ils ont les iPads, ils n'ont pas vraiment besoin de jeux de société comme les Monopoly, tu vois, les Scrabble, les choses comme ça. Donc, c'est des choses, si les gens ont ça, ils n'utilisent pas, ils peuvent me contacter, je serai très heureuse de les avoir pour
pour les enfants qui en ont besoin. Et aussi les livres, le matériel scolaire, tout ce qu'ils peuvent nous aider avec, ils sont les bienvenus. Donc ils ont le choix de nous aider soit avec le matériel ou avec de l'argent. Et pour le matériel, déjà j'ai reçu un appel la dernière fois de quelqu'un qui me demandait mais comment est-ce que tu vas envoyer le matériel si je te les donne. J'ai dit non, ne t'inquiète pas, ici j'ai un compatriote à Santa Semedo qui nous aide beaucoup ici, qui envoie une très belle entreprise, très florissante, qui nous aide, qui envoie notre matériel au Burkina ou partout dans d'autres pays. Un appel à toutes les personnes de bonne volonté qui veulent m'aider donc dans mon projet de école dans un sac, School in a Bag, de regarder mon site web www.rosecantino.org. Vous allez sur le lien projet et vous verrez donc comment est-ce que vous pouvez aider. Donc si les gens peuvent aussi supporter de quelle manière que ce soit, s'ils veulent se joindre à moi, être un partenaire avec moi pour travailler sur ces différents projets, ces différentes initiatives en éducation pour l'Afrique, ils sont les bienvenus. Et c'est ça. Merci. Ok, si chacun veut aider Rose Cantino dans son initiative de un sac dans l'école dans un sac. L'école dans un sac. Et là, c'est une belle image. C'est une belle image et cette image, ce sont mes élèves de 7e et de 8e année qui m'ont donné le titre de la campagne parce que j'ai apporté le projet, j'ai discuté de ça avec eux, ils m'ont dit madame on va te créer un beau slogan. Et donc ils ont commencé à regarder, ils m'ont dit madame pourquoi est-ce que tu ne prenais pas école dans un sac pour prendre un peu comment on appelle ça, école dans une boîte de l'UNICEF, School in a Box de l'UNICEF, tu vois, donc c'est ça en fait. Donc mes élèves ils ont dit madame on a trouvé ça pour toi et donc ils m'ont donné ce titre, ils m'ont dit prends-le madame, ça va être bien pour ta campagne. D'accord. L'école dans un sac c'est le projet en ce moment que Rose Cantino pilote, un projet qui consiste à collecter du matériel didactique, du matériel de jeu, tout ce qui peut amener les enfants d'une école bien ciblée au Burkina Faso d'être heureux. Ces enfants-là qui ont subi une sorte de déplacement dans une zone par rapport à ce qu'on sait, ce qui se passe depuis un certain moment au Burkina Faso, les attaques terroristes, tout ça. Donc allez sur www.rosecantino.org, donnez quelque chose, apportez quelque chose, appelez Rose, contactez-la. Si vous avez envie de l'aider dans ce projet, elle l'a dit, votre aide est la bienvenue. Merci toi. Nous approchons vers la fin de cette émission. Je vais remercier encore Rose Cantino de nous avoir reçus chez elle à la maison pour ce numéro de Parcours Malisa, votre émission pendant laquelle nous donnons l'occasion à l'invité de retracer son parcours d'immigration, son parcours professionnel, social et culturel. C'est ce que nous avons fait pendant plus de 30 minutes et j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Rose. Je rappelle qu'elle vit au Canada depuis 17 ans maintenant et enseignant de l'intermédiaire depuis 15 ans. Rose Cantino est passionnée de son métier qu'elle fait, de son métier d'enseignante. Et elle est beaucoup aussi dans l'humanitaire. Oui. Continue comme ça parce que tu aides beaucoup. Je sais comment tu es dévolu dans le communautarisme ici à Toronto, au Canada. Et Rose Cantino même voyage pour donner des cours, pour être bénévole quand elle le peut chaque année dans différents pays. Oui. Tu es allé notamment à Barbados oui. Pour aller enseigner là-bas. Pour enseigner, pour les enseignants. Pour donner des cours de développement professionnel aux enseignants. Pour donner des cours de développement professionnel aux enseignants. C'est vous dire que cette dame-là, elle est vraiment active pour le développement de sa communauté et des communautés tout entières. Merci encore de nous avoir reçus ici. Et très bonne continuation dans ton projet. Merci. Nous nous revenons très bientôt pour savoir comment les choses avancent. Merci. Merci, c'était Tom Galati pour votre émission Parcours Malisa. À très bientôt. Merci, au revoir.